Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une investiture dans la sobriété pour un second mandat au Nigeria. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a prêté serment ce mercredi 29 mai à Abuja. Il a promis de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption et l'insécurité. Dernière journée de grève générale au Soudan. Le mouvement organisé par les civils de l'Alliance pour la liberté et le changement a été suivi par différents secteurs du pays. Une grève pour réclamer la mise en place d'un gouvernement civil dans la transition. Et puis en République démocratique du Congo, après plus de 2 ans d'attente, les funérailles d'Etienne Tshisekedi seront célébrées. L'arrivée de la dépouille est prévue pour ce jeudi 30 mai. L'inhumation aura lieu le samedi 1er juin avec au préalable un hommage populaire au stade des Martyrs, vendredi 29 mai. Investiture au Nigeria du chef de l'État Muhammadu Buhari ce mercredi 29 mai, réélu en février avec près de 56% des suffrages. Il entame un second mandat de 4 ans. Pour ce second mandat, le chef de l'État compte mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. Les précisions d'Ashley Duprat. Le Nigeria ouvre un nouveau chapitre le 29 mai, celui du deuxième mandat du président Muhammadu Buhari. Dans le stade d'Abuja, celui qui a déjà dirigé en 1983 le Nigeria, puis a été élu pour la première fois de manière démocratique en 2015, a prêté serment au cours d'une cérémonie sobre et brève, sans discours ni dirigeant étranger. Moi, Muhammadu Buhari, je promets que je porterai allégeance à la République fédérale du Nigeria et que j'accomplirai mes devoirs à hauteur de mes meilleures capacités en respect de la Constitution. Ainsi démarre le second quadriennat du président Buhari, surnommé Baba Goslo par l'opposition pour la lenteur de son premier mandat. Le chef de l'État nigérian doit faire face à de nombreux défis, l'insécurité rampante et la corruption endémique. Et c'est cette dernière que le président Buhari a placée au cœur de ses priorités avec la relance de l'économie, un objectif peu atteignable selon les observateurs. On ne peut pas diversifier l'économie d'un pays qui est soumis à une forte corruption, mais surtout l'économie aussi d'un pays qui est menacé par des groupes comme Boko Haram. C'est une illusion, parce que diversifier une économie, il faut avoir des moyens pour, mais lorsque derrière on affecte une grosse partie de son budget à la lutte contre la corruption et à la sécurité de son pays, c'est très difficile de faire les trois en même temps. Bien que réélu avec 56% des suffrages en février 2019, la victoire du président Muhammadu Buhari reste contestée dans les rangs de l'opposition, à l'image de Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP, candidat malheureux à la présidentielle qui est toujours dans l'attente d'un jugement sur son recours demandant l'annulation du scrutin. Deuxième et dernière journée de grève générale au Soudan, à l'appel de l'Alliance pour la liberté et le changement, une mobilisation destinée à exercer une pression sur l'armée dans le but de donner le pouvoir à une administration civile. L'appel a été suivi dans plusieurs secteurs, des banques au transport en passant par les hôpitaux. Les précisions de Neilé Claude Bessa. Au Soudan, le torchon brûle entre opposition et pouvoir de transition. Le mouvement de protestation, l'Alliance pour la liberté et le changement, a appelé à une grève générale de 2 jours. Le mouvement d'humeur, qui a commencé ce 28 mai, vient renforcer la pression sur le Conseil militaire de transition au pouvoir en vue de transférer le pouvoir à une autorité civile. Les discussions qui sont dans l'impasse devraient aboutir à la mise en place d'un gouvernement civil de transition de 3 ans. Il y a un bras de fer qui se déroule entre l'opposition politique et la rue contre les militaires qui essayent d'assurer la transition politique. Et malgré les engagements pris dans le cadre de l'Union africaine, l'opposition et la rue n'ont pas confiance dans les militaires, ce qui les amène à déployer des moyens afin de mettre la pression et éviter que l'armée n'arrive à profiter de l'accalmie pour ne pas appliquer les accords qui ont été pris. Bien que cette grève ait connu la mobilisation de plusieurs corporations professionnelles du pays, le Parti national Ouma
n'adhère pas à la grogne. Membre clé des partis d'opposition, le Parti national Ouma a déclaré ne pas vouloir prendre part aux mesures n'ayant pas été approuvées à l'unanimité. L'opposition et les syndicats sont venus s'ajouter à la contestation populaire. Cette population est déjà en soulèvement contre les militaires. L'opposition ne fait que structurer la lutte et la diriger vers des objectifs politiques. Très probablement, ils pourront avoir gain de cause à cause de la mobilisation générale qui existe. Depuis le 11 avril 2019, date à laquelle l'armée a renversé le président Omar el-Béchir, le Soudan est en pleine mutation. Rappelons que le 30 avril 2019, l'Union africaine a donné 60 jours aux membres du Conseil militaire pour transférer le pouvoir à une administration civile. Mardi 28 mai, journée de dialogue national au Sénégal. Tous les acteurs politiques, notamment ceux de la société civile, ont été conviés au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur des questions de fond comme la gestion du code minier et de l'évaluation du fichier électoral notamment. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Le dialogue national tant convoité au Sénégal a finalement eu lieu ce mardi 28 mai 2019 au Palais de la République. Toutes les parties prenantes ont répondu à cette manifestation, excepté quelques formations politiques issues de l'opposition, comme le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a boycotté la rencontre en raison de la non prise en compte de ses revendications, ou encore la coalition d'Idrissa Seck et le PASTEF d'Ousmane Sonko, arrivés respectivement 2e et 3e sur 5 candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Les consensus issus de ce dialogue, je les accepterai et les appliquerai tels quels. Je veux rassurer tout le monde quant à la sincérité de ma volonté. Je remercie l'ensemble des forces vives de la nation qui ont répondu massivement et qualitativement à ce débat intellectuel de haute facture, libre et ouvert. Les discussions menées au cours du dialogue national ont porté sur plusieurs questions de fond, comme la gestion du code minier et l'évaluation du fichier électoral. Autre point abordé par certains membres de l'opposition, le séjour prolongé en prison de Khalifa Sall et l'exil prolongé de Karim Wade, loin de sa famille, ainsi que leur éviction de la dernière élection présidentielle, au même titre qu'une vingtaine d'autres candidats. On a évoqué le cas de Karim Wade au son retour et le président de la République a dit qu'il laisse toutes les procédures juridiques s'épuiser et en ce moment-là, il pourra intervenir. C'est dire donc que par respect des procédures juridiques, c'est ça qui constitue le blocage. C'est désormais une tradition instaurée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall depuis 2016. La journée du 28 mai est chaque année consacrée au dialogue national, processus différent du dialogue politique. À noter que le médiateur de ce dialogue a été désigné en la personne de Famara Ibrahima Sagna, président honoraire du Conseil économique et social, nommé par décret en hommage à 42 ans de service en faveur du Sénégal et de la communauté internationale. Le dialogue, c'est ce que préconise l'ONG International Crisis Group dans son dernier rapport publié ce 28 mai. Le rapport estime que le gouvernement malien devrait dialoguer avec les djihadistes du centre du pays dans le but d'obtenir localement des cessez-le-feu. Les précisions d'Aïssatou Bari. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires.
La dépouille du chef historique de l'opposition congolaise a attendu ce jeudi 30 mai à Kinshasa. Etienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique. 3 jours d'obsèques seront organisés au stade des Martyrs. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, la dépouille d'Etienne Tshisekedi arrive ce jeudi 30 mai à Kinshasa. 3 jours d'obsèques pour le cofondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social seront organisés pour saluer son combat mené plus de 35 ans durant contre la dictature pour un état de droit. La tonalité de ces manifestations ne répondra pas aux normes classiques des obsèques telles que connues dans notre pays, mais revêtira plutôt le caractère d'une commémoration ainsi qu'une célébration de la mémoire du défunt dans son action. Une action qu'il a menée toute sa vie durant de manière non violente en faveur de l'état de droit et de l'émancipation du peuple congolais. Plusieurs invités de marque feront le déplacement à Kinshasa pour assister aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. 80 000 places assises, le stade des Martyrs est revêtu de son plus bel éclat pour cet événement dont sont attendus environ 5 chefs d'État africains. Il voulait à tout prix qu'il soit enterré dans la dignité. C'était un grand esprit qui nous a quittés plutôt, mais maintenant nous sommes dans l'émotion pour pouvoir le laisser se reposer en paix. Le rapatriement d'Etienne Tshisekedi a durant 2 ans divisé le régime de Joseph Kabila et la famille biologique et politique du disparu. Plusieurs tentatives pour les obsèques n'ont pas abouti. Élu président de la République le 30 décembre 2018, Félix Etienne Tshisekedi, son fils biologique, a ainsi accéléré les processus pour ses obsèques. Et notez que la dépouille d'Etienne Tshisekedi vient d'être retardée pour des raisons de logistique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.